C'était autrefois un jeu de vie et de mort. Le but était de garder en mouvement un lourd ballon sans utiliser les mains ni les pieds. Ceux qui perdaient, au-delà de perdre au jeu, perdaient aussi la vie, et ils étaient offerts en sacrifice aux dieux. C'est ici, sur cette pelouse, dans la magnifique cité de Palenque au Mexique, qu'était pratiqué ce rite il y a 1300 ans. Cette cour où les perdants étaient sacrifiés, comme le décrivent les peintures et les fresques, est tout ce qui reste de cet ancien jeu. Quel est donc ce peuple, capable de construire avec autant d'audace et de concevoir un jeu où les perdants le paient de leur vie? Il s'agit des Mayas, qui organisaient leur vie en accord avec les cieux et croyaient que les dieux les avaient créés à partir du maïs. Ils ont développé un système d'écriture complexe, ont pratiqué une astronomie sophistiquée et ont construit des pyramides et des palais majestueux avec de simples outils de pierre. Tout cela à une époque où l'Europe dépérissait encore dans l'âge des ténèbres. Tandis que les Mayas érigeaient leur ville, les moines du mont Sinaï inscrivaient les textes bibliques sur des parchemins de peau. En Chine, on inventait les premiers étriers pour monter à cheval. Et en Afrique de l'Ouest, on cultive les premières espèces de riz sauvage qui allaient devenir l'aliment de base. De 250 à 900 ans avant Jésus-Christ, pendant 650 ans d'une civilisation florissante, les Mayas construisent de nombreuses cités. Palenque est bien supérieure aux autres. Recouvrant à peu près la surface de la France, le pays des Mayas, au sommet de leur puissance, s'étendait sur le Honduras, le Salvador, le Guatemala, Belize et même jusqu'au Mexique. Mais brusquement, à la fin du IXe siècle, leur grande civilisation s'effondre mystérieusement. C'est comme s'ils avaient été touchés par une bombe à neutrons. Tout est pratiquement intact. Seuls quelques endroits témoignent de désastres à petite échelle, mais la plupart des bâtiments n'ont pas été détruits. Les gens sont simplement partis. Mais pourquoi? Pourquoi ces gens ont-ils abandonné ce qui avait été créé par plusieurs générations? Peut-être Palenque détient-elle la réponse. Considérée comme l'un des plus beaux sites mayas, cette ville a compté entre 10 et 20 000 habitants. Seule une infime partie de la cité de pierre a été déterrée. Elle couvre presque 1 kilomètre. Beaucoup de bâtiments sont encore enfouis dans le sol. Parmi eux, on peut apercevoir un centre de cérémonie, un palais et une série de temples. Mais cette cité autrefois majestueuse a disparu dans la jungle qui a tout envahi et l'a étouffé dans le silence. Lorsqu'Hernán Cortés conquiert l'Amérique centrale vers 1500, il passe à quelques 48 km de ses ruines. Mais ni lui, ni les Indiens qui l'accompagnaient ne foulèrent le sol de cet endroit. Ce n'est qu'au milieu du XVIIIe siècle que la cité perdue est découverte par des prêtres espagnols. Impatient d'en apprendre davantage, le roi d'Espagne envoie à Palenque le capitaine Antonio del Rio. Et il le charge d'établir un rapport précis. Envoûté par ces édifices, Del Rio conclut que seuls les Grecs et les Romains ont pu construire des bâtiments aussi magnifiques. Il était difficile pour les Espagnols et les premiers envahisseurs d'imaginer que ceci puisse être l'œuvre d'une civilisation non occidentale. Quand ils découvrirent ces grandes civilisations, que ce soit les Aztèques ou les Mayas, ils pensèrent qu'elles venaient d'Europe, ou du moins qu'elles avaient une origine familière.
Vers 1840, on ne conteste plus l'idée que Palenque présente les ruines d'une civilisation avancée. Seule l'identité de ses constructeurs reste l'objet de discussion. Certains déclarent qu'il s'agit à l'origine d'une colonie égyptienne. D'autres pensent que les bâtisseurs venaient des tribus disparues d'Israël. Attiré par ces contes exotiques, John Lloyd Stephens, avocat new-yorkais devenu avec succès écrivain voyageur, part avec le peintre britannique Frederick Catherwood explorer Palenque à des fins personnelles. En 1839, il quitte les États-Unis et passe un an à se frayer un chemin à travers la jungle infestée de serpents, à la recherche de ces ruines légendaires. Ils ont faim pendant des semaines, sont atteints par le paludisme et sont même jetés en prison par des indigènes méfiants. Quand ils atteignent leur objectif, toutes ces péripéties leur paraissent sans importance, devant ce qui va s'offrir à eux. Tous les arts qui embellissent la vie s'étaient épanouis dans cette forêt luxuriante. Orateurs, guerriers, hommes politiques, la beauté, l'ambition et la gloire. Tout ceci avait existé en ces lieux et s'en était allé, et personne ne connaissait leur existence et ne pouvait raconter leur histoire. John Lloyd Stephens. Quand Stephens et Catherwood entrent dans le palais de Palenque, ils y voient inscrits sur les murs les noms des explorateurs qui les ont précédés. Mais Stephens ne peut lire les inscriptions qui parsèment les ruines. Il est certain que ces hiéroglyphes racontent l'histoire de Palenque. Mais ici, pas de pierre de Rosette. Devant ces caractères qu'il vient de découvrir, Stephens est frustré, car il n'a pas la clé de ces étranges symboles. Malgré leur état de santé affaibli, les deux explorateurs passent des mois à étudier les constructions et les tablettes, à dessiner et à noter tout ce qu'ils voient. Le livre commun de Stephens et Catherwood sur leur découverte captive l'imagination du public. Mais il constitue également le premier rapport établissant que Palenque a pu être construite par les Mayas. Ces conclusions marquent un tournant important dans les recherches sur les Mayas. Beaucoup de gens avaient la sensation que cette civilisation était trop avancée. Cette architecture, trop élaborée pour avoir été conçue par des Indiens ignorants. Il y avait une sorte de préjugé comme quoi ceci ne pouvait pas avoir été créé par des hommes venus d'Europe ou d'Asie, et en aucun cas par des indigènes d'Amérique. Au tournant du siècle, la plupart des chercheurs sont d'accord sur le fait que c'est la population indigène qui a construit Palenque. Les Mayas ont laissé tant de traces écrites que leur monde sacré n'aurait jamais dû être un mystère. Ils possédaient l'un des 5 systèmes d'écriture du monde antique. Leur texte était censé être une chronique de leurs rêves, emplie de pouvoirs magiques. Leur langue était unique et aussi sophistiquée que celle de l'Égypte ancienne. Quand les prêtres espagnols arrivent au XVIe siècle, ils trouvent des centaines de codex, le précurseur du livre moderne. Un missionnaire, l'évêque Diego de Landa, veut convertir la population indigène au christianisme. Horrifié de trouver des mentions de sacrifices humains dans les codex, il pense qu'en détruisant ces écrits, les sacrifices de sang prendront fin. En 1592, Landa brûle en une seule nuit tous ces documents, effaçant à jamais l'histoire de l'une des plus grandes civilisations. Si vous voulez changer la vision du monde et dominer un peuple, il vous faut tuer son passé. Il faut tuer son langage et ce qui lui donne une indépendance d'esprit. C'est ce qu'a fait Landa. C'était sa manière de tuer le diable. Malgré la tentative de l'évêque Landa pour enterrer l'histoire maya, 4 codex sont sauvés.
Et c'est par là que les chercheurs vont découvrir des conceptions mathématiques très sophistiquées. Les Mayas avaient calculé les mouvements célestes nocturnes sur des milliers d'années, que ce soit pour le passé ou pour l'avenir. Pour une civilisation datant de plus de 1000 ans, ces calculs sont incroyablement précis. Et leur calendrier différait d'une autre de 33 secondes par année solaire. On pense même que Palenque abritait un observatoire astronomique. La fameuse tour au centre du palais de Palenque aurait en effet pu être utilisée comme observatoire. De la tour, on peut observer le lever du soleil lors du solstice d'hiver. Les Mayas se reposaient sur leurs prêtres astronomes pour qu'ils leur prédisent les jours favorables pour planter, se marier et peut-être même pour mourir. Selon les Mayas, le cycle présent de création devait s'achever le 23 décembre 2012. Aujourd'hui, beaucoup de leurs descendants attendent ce jour avec terreur. Mais d'où vient ce peuple si inventif? Nous savons que les Mayas sont nés en Amérique, mais qu'au départ, ils ont traversé le continent depuis le détroit de Bering, il y a probablement 20 000 ou 40 000 ans. Pour ce qui est de savoir quand ils sont arrivés sur leur terre, on date ce moment de 1000 ans avant Jésus-Christ. Et les Mayas sont donc dans cette région depuis au moins 3000 ans. Auparavant, il n'y avait dans la jungle que de petits groupes qui s'adonnaient à la chasse et à la cueillette. Les Mayas étaient profondément attachés à leur terre. Aujourd'hui encore, des siècles plus tard, certaines croyances persistent. Selon la mythologie maya, les dieux créèrent l'homme à partir d'un mélange de maïs et de sang. Le sang devint donc le mortier de la vie et le maïs sa nourriture. Aujourd'hui, le maïs est un élément majeur de la culture maya et il est traité avec beaucoup de respect. Par exemple, quand je vivais dans une communauté maya, si une fillette jetait par terre du maïs, sa mère lui disait « Mubasha yetsantutishimi », ce qui veut dire « ne joue pas avec le maïs sacré ». Et c'était très important. Ne prends pas cela pour quantité négligeable, c'est le pain de notre vie. Et être maya, c'est cultiver le maïs. Comme tous les fermiers, les Mayas redoutaient la pluie, le soleil et le vent. Ils vivaient dans des communautés fermées où la religion, ritualisée, était devenue une manière de vivre. C'est ainsi qu'est née il y a 1750 ans une civilisation d'une incroyable complexité. Mais cette vision des anciens Mayas, amoureux de la paix, prêtres, astronomes, a changé radicalement quand les chercheurs firent une terrible découverte à 22 mètres sous terre, à Palenque en 1952. Un archéologue mexicain, Alberto Ruz, a fouillé le site pendant 4 ans. Il est fasciné par cette ville. D'énormes panneaux entièrement recouverts de hiéroglyphes illustrent des scènes de rituels religieux. Ruz est tout particulièrement intrigué par une pyramide, connue sous le nom du Temple des Inscriptions. À premier abord, la structure semble similaire à celle des pyramides d'Égypte. Quand un visiteur aperçoit pour la première fois un endroit comme Palenque et qu'il voit des pyramides, des chambres funéraires et d'étranges inscriptions, il pense immédiatement à l'Égypte ancienne. C'est évident, mais il faut gratter un peu plus loin, regarder au-delà des ressemblances apparentes, pour voir combien ces civilisations étaient différentes. Ruz remarque quelque chose de particulier au sujet du sol du temple. Contrairement à la plupart des bâtiments mayas terminés à l'enduit, celui-ci porte des pierres plates, précisément ajustées. L'une d'entre elles, percée d'une double rangée de trous, attire tout particulièrement son attention. Pour Ruz, ces trous laissent supposer qu'il se trouve quelque chose en dessous. Il décide donc de soulever la pierre
et n'aperçoit d'abord qu'un tas de décombres qui n'a l'air de rien. Puis il voit la silhouette d'un escalier condamné. Il lui faudra 2 ans pour dégager les gravats dans cet espace humide et confiné. Enfin, au pied de la 73e marche, il trouve une chambre et comprend enfin la destination de ce passage. À mon grand étonnement, sortit de l'ombre une vision de conte de fées. Je suis entré dans la chambre mystérieuse avec cette sensation à la fois étrange et naturelle d'être le premier depuis 1000 ans à fouler ces marches pour y entrer. J'avais l'impression d'être dans une chapelle abandonnée. Alberto Ruz. On a la sensation que les choses n'ont pas été touchées depuis 1000, 1500 ou même 2000 ans et que nous avons dérangé le passé, qu'on apprend d'après le passé. Mais il y a un moment d'hésitation que tous les archéologues ressentent quand on commence à traverser ces objets laissés intentionnellement par les Mayas pour vénérer leur monde et lui permettre de perdurer dans le futur. La chambre que Ruz a atteinte n'est pas une simple pièce souterraine. Au milieu se trouve un grand objet mystérieux recouvert d'une dalle de calcaire. Mais que cela pouvait-il cacher? Sous le lourd couvercle tout au bout, Ruz découvre finalement la raison d'être de ce passage et de la chambre mystérieuse. Dans la pénombre gisent les restes d'un homme orné de perles, de colliers et d'un masque de jade qui paraît vivant. Et ce fut une vision fort effrayante. En ouvrant la tombe, Ruz ignore tout de l'identité de ce personnage. Oui, et c'est difficile de comprendre. Toutes. Toutes, c'est une caille, non? Toutou, c'est un escargot. On pense que les mystérieux hiéroglyphes inscrits sur le sarcophage pourraient apporter la réponse, mais ils n'ont pas encore été décodés à ce jour. Plus d'un siècle auparavant, John Lloyd Stephens avait dit que les inscriptions gravées sur les murs renfermaient la clé du mystère des Mayas. Et il avait raison. Mais il faudra un certain nombre d'années avant que les experts soient à même de comprendre ce message mystérieux. Soudain, en l'espace de 3h30, Palenque a cessé d'être un endroit anonyme pour devenir le lieu qui connut 7 rois, dont Pakal. Les restes humains trouvés dans la crypte où Ruz a tant œuvré se révèlent être ceux du roi Pakal, l'un des plus grands souverains de toute l'histoire maya. La découverte de la tombe de Pakal par Alberto Ruz fut vraiment un moment décisif dans l'étude des Mayas, et elle a permis de comprendre leur monde et ce nouveau monde. C'est une découverte aussi importante que celle de la tombe du roi Tut. Les inscriptions parlent de royaumes dynamiques et en plein développement. Les pyramides de pierre, aujourd'hui abîmées par les ravages du temps, ont fait partie un jour de villes peintes de couleurs vives. Mais cette découverte suscite un flot de questions et engendre toutes sortes de théories incongrues. La découverte du grand tombeau donna lieu à une interprétation des plus folles. Un homme prit une image de la surface du sarcophage et au lieu de voir Pakal allongé entre les griffes de la mort, qu'est-ce qu'il pensa voir? Ce même Pakal conduisant son vaisseau spatial comme une moto emballée en route vers le futur. En effet, bien des gens ont spéculé sur le fait que cette représentation pouvait être celle d'un astronaute de l'Antiquité. Pourtant, l'explication est sans doute bien plus terre-à-terre. Nous comprenons seulement aujourd'hui qu'on voit ici la mort et la résurrection de Pakal. Il est simplement allongé sur le dos, dans un bol qui servait aux offrandes, et il est entouré par les mâchoires de l'au-delà. La pierre raconte la descente de Pakal du monde des vivants vers celui des morts, dans l'au-delà, où,
Selon la cosmologie maya, commence une nouvelle naissance. Ce qui est particulièrement étonnant dans cette tombe, c'est la poussière rouge qui recouvre les murs et les ossements. On l'a plus tard identifié comme étant du cinabre, un poison mortel dérivé du mercure. Le corps du roi Pakal en était recouvert. Ceci demeure un mystère, mais ce linceul empoisonné était réservé au roi. Tout son corps était recouvert de rouge. L'intérieur du sarcophage brillait également de la même couleur. Seules les dépouilles royales sont recouvertes de rouge, quel que soit le rang et la fortune du défunt. Celui qui n'appartient pas à la famille royale est enterré ailleurs dans la vallée, et son corps n'est pas peint en rouge. En d'autres termes, quand on trouve un squelette couvert de rouge, il s'agit d'un roi ou d'un membre de sa famille. Avant de découvrir la tombe du roi Pakal, on pensait que, contrairement à l'Égypte ancienne, aucune pyramide mésoaméricaine n'avait servi de sépulture. Les pyramides égyptiennes sont uniquement des ouvrages funéraires. Les pyramides mayas, elles, sont des bâtiments qui servent au cours de la vie quotidienne dans la société. Et on y enterre aussi les gens. Mais les Mayas enterraient leurs morts dans leur maison. Les vastes pyramides que l'on peut voir à Palenque ou sur d'autres sites étaient en fait la demeure de la famille au pouvoir. La civilisation maya ne s'est pas bâtie uniquement sur des qualités intellectuelles et techniques, mais aussi sur les arts de la guerre. Les recherches sur les Mayas, qui ont régné sur ce paysage troublant il y a plus de 1000 ans, suivent une piste de sang et d'intrigue. Le sang, selon les Mayas, vient des dieux en personne. C'est un cadeau qui coule dans les veines de l'homme. Nous avons une dette permanente vis-à-vis des dieux, et nous la réglons en leur offrant du sang humain. Le monde tourne autour de cette dette de sang. Tant qu'on pourra en offrir en quantité suffisante, le monde continuera de tourner. C'est ainsi que le sang devient le mortier de toute vie chez les Mayas. C'est la substance qui va sceller n'importe quel rite et le rendre sacré, lui donner sa réalité. Le sang était aussi le prix du pouvoir royal, et le roi était tenu de payer ce prix. À certaines occasions, il devait se percer le prépuce et recueillir le sang qui en coulait sur des bandes de papier qui étaient ensuite brûlées. On croyait que la fumée qui s'échappait allait réveiller les dieux qui entraient ainsi en contact avec le roi. Aujourd'hui, les savants ont fait apparaître qu'il y a longtemps, le roi, alors qu'il n'était qu'un enfant jeune et innocent, était conduit dans la sombre chambre souterraine pour s'acquitter avec son sang de la dette royale. Mon imagination me dit que Pakal le Grand a été emmené alors qu'il était encore enfant dans les chambres souterraines du palais. Et là, il a été confronté aux démons masqués, horribles et terrifiants qui représentaient les dieux de l'au-delà. On lui ordonnait de donner le sang de sa langue ou même de ses parties génitales. Puis, halluciné, il entrait en communion avec les êtres surnaturels qui venaient ici le rencontrer. Cela pouvait durer des jours. À la fin, l'enfant sortait de la salle du trône, aveuglé par la lumière, choqué par ce retour à la lumière, il s'asseyait sur le trône. Il montait sur la terrasse en haut du palais, et le peuple, rassemblé en bas, voyait en lui le jeune roi, l'acclamait, et comprenant qu'il était monté aux cieux, voyait en lui le souverain. Un des points culminants dans la vie des Mayas était le jour où l'on proclamait le roi, un événement qui s'accompagnait de cérémonies magnifiques. Un des moments les plus importants qu'il puisse y avoir dans la vie d'une cité ou d'un État est la passation du pouvoir. Le roi est mort, vive le roi. Cette phrase en elle-même montre la continuité qui peut exister entre un roi qui est décédé et le nouveau roi qui le remplace.
Je pense que les Mayas ont pu établir une vision plus évoluée de l'acte politique de la passation de pouvoir et des rituels en général. Il s'agissait de cérémonies grandioses où des gens parcouraient les escaliers des palais à l'abri des regards du public pour réapparaître de l'autre côté des pyramides ou des bâtiments. Malgré les acclamations de la foule, le roi savait que le sang qu'il avait perdu ne suffisait pas. Il lui fallait capturer à la guerre les futures victimes des sacrifices et montrer par là même son courage, sa puissance et son autorité, ce qui lui permettait d'asseoir son pouvoir. Tous les gens représentés ici dans ces décorations sont tous des victimes de sacrifices. Chacun de ces hommes représente un royaume conquis ou annexé par Pakal le Grand. Il a capturé ces hommes, les a dépouillés, les a préparés pour le sacrifice et même les a tués. Un autre panneau montre un captif d'un autre royaume à qui on a coupé le pénis. Et il est forcé de verser son sang pour les dieux de Palenque. Sa mort fut certainement lente et douloureuse. Cette cour en particulier à Palenque fut probablement le principal théâtre des sacrifices. Juste à côté de la cour, un peu plus au nord, est le terrain de ballon. On sait d'après les inscriptions que les prisonniers mayas étaient retenus à proximité puis forcés à jouer au ballon. Les règles étaient de garder le ballon constamment en mouvement. Mais à la fin de la partie, le résultat était toujours le même. Le perdant était offert en sacrifice aux dieux, généralement par décapitation. Je pense que les sacrifices mayas étaient lents et vraiment horribles. On peut le voir à travers les œuvres d'art. On arrachait les ongles et même le bout des doigts. On pouvait aussi arracher les dents. Les seigneurs étaient obligés de subir des perforations du pénis et de voir s'écouler le sang de différentes parties de leur corps. Les guerres entre les cités étaient fréquentes. Il ne s'agissait pas seulement de gagner des terres, mais aussi de capturer des familles royales afin de les sacrifier aux dieux. Chez les Mayas, on faisait la guerre pour capturer des ennemis en vue des sacrifices. Il ne s'agissait pas de prendre le pauvre fermier qui travaillait dans son champ, mais la personnalité la plus haut placée. Et les rois mayas devenaient eux-mêmes la proie d'autres rois mayas au cours de la bataille. Les témoignages de grandes prouesses militaires du roi Pakal sont disposés un peu partout dans ce périmètre, où il a créé comme une exposition pour célébrer ses succès. Son règne a duré 67 longues années. Sous ses ordres, la cité de Palenque est demeurée protégée des attaques extérieures. Elle est aussi devenue un centre de renaissance vers l'au-delà, où l'on encourageait l'art et la culture. Mais cette métropole prospère était vouée à tomber en ruine. Un siècle après le règne de Pakal, Palenque fut abandonnée. En 1994, un archéologue mexicain, Arnaldo González Cruz, part à la recherche des restes du fils aîné de Pakal, qui a construit lui-même plusieurs bâtiments à Palenque. Fanny était mon assistante. Au cours des fouilles, je lui ai crié « On l'a trouvé, on l'a trouvé ». Je n'arrivais même pas à lui dire ce que je voyais. Elle me répétait « Mais qu'est-ce que tu vois? Que vois-tu » Et je répondais simplement « Je vois, il faut que tu viennes voir ça ». Submergé par l'émotion, je n'arrivais pas à dire quoi que ce soit d'autre. Alors je suis sorti et j'ai crié « On l'a trouvé, on l'a trouvé ». Cruz a fait une découverte inattendue et tellement importante que le président du Mexique en personne se déplace accompagné de la presse. Quand nous avons fini d'enlever ces petites pierres dans le coin, il a soufflé un air frais
et on avait la chair de poule. Il s'est aussi dégagé une brève mais assez forte odeur que nous avons tout de suite reconnue. Bien sûr, c'était du cinabre. Nous avons pu introduire une lampe à l'intérieur. Et là, nous avons vu qu'il s'agissait d'un sarcophage. Quelle surprise! C'était incroyable. Je n'arrivais pas à parler. Les mots ne sortaient pas. Alors, j'ai dû m'éloigner pour crier. Cette émotion que je ressentais à ce moment-là et que je ressens toujours. Ce ne sont pas les ossements du fils de Pacal que Cruz a découverts, mais ceux d'une femme de sang royal couverte de cinabre rouge et portant un masque de jade. Mais qui était-elle? Simplement, en voyant le sarcophage, nous savions qu'il s'agissait de quelqu'un d'important, mais nous ne pensions à personne en particulier. Puis le calme est revenu et nous avons à comprendre qu'il y avait une relation avec les femmes représentées à Palenque. Les chercheurs ont débattu de la relation que cette femme pouvait avoir avec le grand roi Pacal. Dans l'histoire de Palenque, 2 femmes sont mentionnées dans les inscriptions. Il y a son arrière-grand-mère. Elle est la seule femme dans l'histoire maya à avoir régné en personne. Elle a été seule au pouvoir sans le partager avec un homme. Elle est morte 3 ans après la naissance de Pacal. S'il s'agit bien d'elle dans cette tombe, celle-ci devrait dater de 608 à 610 après Jésus-Christ. La seconde possibilité, c'est qu'il s'agisse de Zac Cook, la mère de Pacal. Elle a siégé sur le trône pendant 3 ans, sans doute après la mort de son père. Il semble peu probable que cette femme soit l'arrière-grand-mère ou la mère de Pacal. Les céramiques trouvées à côté d'elle sont bien plus tardives. Mais il est encore trop tôt pour apporter une réponse définitive, tous les tests n'ayant pas été réalisés sur les ossements. Une autre découverte effectuée dans la ville fournit des indices au sujet de l'abandon soudain de la cité. L'archéologue David Freidel, après avoir examiné scrupuleusement la tombe, a émis l'idée qu'il ne s'agissait pas à l'origine d'un tombeau, mais d'une chambre souterraine utilisée par les Mayas pour pratiquer les rites antiques. C'est une maison souterraine, une demeure magique, comme disaient les Mayas. Une demeure où l'on crée les rois. C'est fantastique. S'il s'agissait d'une chambre souterraine utilisée pour les rites sacrés, alors pourquoi un corps a-t-il été enterré là? Et de qui s'agissait-il? Les murs révèlent que ce passage n'est pas terminé. On voit clairement des empreintes de mains sur les murs. Ces empreintes ont été faites sur ce mur il y a plus de 1200 ans. Vous pouvez poser votre main à cet endroit et sentir comment ils appliquaient cette argile sur le mur. Et je me demande pourquoi ils faisaient ça. Qu'est-ce qui a bien pu arrêter les travaux dans ces chambres-là? Certains chercheurs pensent que le couloir a été élargi pour y transporter l'énorme tombeau. La parenté du défunt aurait pu ensuite essayer de réduire l'ouverture dans le cadre d'un rite funéraire. Ce sont peut-être les empreintes de leurs propres mains au cours de l'événement que l'on retrouve sur le mur. C'est rare pour un archéologue de pouvoir voir ce genre de choses. C'est l'illustration d'un événement qui s'est vraiment passé. Ça s'est passé très vite, peut-être au moment de ses funérailles, ça s'est passé et puis ils se sont arrêtés. Qu'est-ce qui a pu provoquer un départ aussi soudain? Ces empreintes sur le mur faites à la va-vite témoignent-elles d'une invasion soudaine ou d'une catastrophe inattendue?
ce qui expliquerait que les gens aient laissé ces murs en l'état. Cette brusque disparition au cours du IXe siècle constitue la plus grande énigme des Mayas. Comment une civilisation aussi développée, existant depuis plus de 6 siècles, peut-elle disparaître d'un seul coup? Palenque est la première cité maya désertée, mais en quelques décennies, le royaume entier disparaît. Toute une civilisation s'évanouit. Y a-t-il eu un ouragan, une tornade, un tremblement de terre? Nous savons qu'ils ne sont pas morts de maladie, mais nous sommes devant un de ces dépeuplements qui n'est pas lié à une épidémie. Il existe une théorie selon laquelle la classe paysanne se serait soulevée contre l'élite et l'aurait mise à bas. Sur certains sites, on voit les visages des puissants détruits, piqués avec des instruments rudimentaires. Mais si les paysans se sont révoltés, pourquoi n'ont-ils pas détruit les visages de Pakal? Pourquoi Palenque, elle, n'a-t-elle subi aucun dommage? Il peut y avoir 2 raisons à cela. La première est qu'il n'y a pas vraiment eu de guerre et qu'à la fin, le peuple ait préservé ici l'ordre politique. Mais l'autre possibilité, c'est que le peuple ait attaqué et renversé le gouvernement. Mais par admiration pour l'art qui régnait ici, il l'aurait préservé. Une autre théorie sur la chute des Mayas prend racine parmi leurs croyances spirituelles. Les prophéties concernant le futur et l'explication du passé étaient très importantes pour le monde des Mayas. Ils pouvaient deviner le futur et tenter de comprendre ce qui allait se passer. Certains prétendent que les Mayas auraient pressenti leur propre déclin et qu'ils ont d'une certaine manière disparu par leur propre volonté. Et c'est une théorie intéressante car cela place leur déclin non pas à un niveau économique, mais plutôt spirituel. Il n'y a toujours pas de preuves pour étayer cette histoire, mais on peut trouver par ailleurs quelques indices à une centaine de kilomètres du lieu de Palenque, car à Dos Pilas, une équipe d'archéologues mit à nu un tombeau royal. En 1991, une plaquette avec des inscriptions fut retrouvée à côté du roi enterré là. Elle parle d'agitation politique et de guerre entre les cités mayas. Certains pensent donc que c'est cette lutte qui expliquerait l'effondrement de la civilisation. Nous semblons tous être d'accord pour lier cet effondrement à un conflit ou à une guerre. Mais j'aurais tendance à penser qu'elle ne serait que le symptôme d'autres problèmes, et non la cause de cet effondrement. Il devait y avoir des problèmes d'environnement, peut-être un manque de nourriture dans certaines parties de la ville, ce qui a nécessité d'en attaquer d'autres. Nous commençons à comprendre que les systèmes politiques doivent avoir une certaine souplesse afin de pouvoir réagir convenablement aux problèmes. Peut-être celui-ci était devenu trop rigide, et ce qui ne plie pas, parfois peut rompre. La civilisation classique maya a disparu, mais son peuple est toujours vivant. Plus de 4 millions de leurs descendants sont encore là aujourd'hui. Des milliers d'entre eux ont été tués dans la guerre civile au cours des dernières décennies. Mais les gens continuent à tisser leurs étoffes et à cultiver le maïs. Aujourd'hui, près de l'ancien site de Palenque, vivent les Chols. Ce sont aussi des descendants des Mayas. Ils parlent leur propre langue et ne comprennent pas l'espagnol. Le portrait de Pakal est dessiné sur leur mur, mais la plupart ne savent même pas qui il est. Sur les hautes terres du Guatemala, Linda Shell, spécialiste de la question maya, a travaillé avec eux et leur a appris à lire leur ancienne langue. Nous redonnons aux Mayas qui le désirent la possibilité de lire eux-mêmes les inscriptions. L'original, sans interventions extérieures. Cela leur permettra, éventuellement, de maîtriser leur propre histoire.
Beaucoup d'hommes, à travers le monde, réclament le droit d'être des acteurs de leur propre histoire. C'est la nature même de l'histoire, et de décider ainsi de la façon dont on les considère. Pendant de nombreux siècles, les Mayas ont été coupés de leur passé et ils ont vécu une répression politique intense. Aujourd'hui, ils veulent avoir accès à leur héritage vieux de 3000 ans et beaucoup veulent parler leur ancienne langue. Je ne pense pas que les glyphes mayas puissent redevenir le système principal d'écriture. C'est trop encombrant. Mais peut-être un jour, en allant au Guatemala ou au Mexique, on arrivera dans une ville dont le nom sera écrit en espagnol, en caractères latins, et au-dessous, on pourra admirer une inscription maya indiquant le nom de cette cité. Le style de vie maya a changé de façon dramatique. Mais ce peuple nous ramène directement au passé, vers une époque où dans ces paysages résonnait l'écho d'une civilisation dynamique et florissante. Il y eut un exil. Les gens qui ont quitté cette région, pourquoi l'ont-ils fait? Que s'est-il passé de si terrible? C'est une énigme encore aujourd'hui. Les Mayas vivent encore en Amérique du Sud, mais un événement les a tirés de leur cité magnifique au cœur de la jungle pour les amener dans une situation où aujourd'hui, ils revendiquent leur histoire. Elle s'étend devant nous telle une barque brisée au milieu de l'océan, dématée. Son nom s'est effacé, son équipage a péri, et nul ne saurait dire d'où elle est venue, à qui elle a appartenu, et combien son voyage fut long, ou ce qui a pu provoquer sa destruction. John Lloyd Stephens. Il se peut qu'un message adressé aux hommes des temps modernes ait subsisté dans le sud mexicain baigné de lumière. Car malgré les merveilles taillées dans la matière brute de la jungle, cette civilisation ne persiste que dans ses ruines et dans nos mémoires. On ne pourrait trouver de plus beaux défis pour ceux dont le regard veut percer les mystères de l'histoire. Car, tout comme les Mayas, rien ne dure éternellement.